Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir vous, la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Madame Paulette Badjo. Avec Madame la ministre, nous parlerons de la promotion des droits de l'homme en général et en particulier des activités de son ministère. Madame la ministre, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Assoumou. Tout de suite, première question, vous êtes à la tête de ce nouveau département ministériel depuis près d'un an. Aujourd'hui, quelle est selon vous la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question qui est, disons, la trame même de mon département ministériel et sa raison d'être. Vous savez, on peut objectivement dire que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont suivi une pente ascendante dans le sens de l'amélioration. Quand on sait d'où nous venons, depuis 2010, les choses étaient très difficiles et nous pouvons tous apprécier au quotidien cette évolution dans le sens favorable, dans le sens de l'amélioration des droits de l'homme. Je viendrai simplement au plan sécuritaire. Il y a une nette amélioration constatée sur ce plan-là. Les Ivoiriens peuvent vaquer librement à leurs occupations sans trop d'entraves. Et le plan sécuritaire fait l'objet de beaucoup de soucis, de préoccupations de la part du gouvernement qui s'emploie à mettre tous les éléments en place pour veiller à la tranquillité de l'Ivoirien. Bien sûr, il existe encore quelques poches d'insécurité lorsqu'on parle des enfants en conflit avec la loi. C'est vrai, c'est des questions qui font partie des défis à relever et c'est des choses auxquelles le gouvernement travaille. Et comme en matière de sécurité, on ne livre pas toutes ces armes, je pense que vous me permettrez de ne pas dévoiler tous les aspects des moyens mis en place ou des stratégies développées pour arriver à juguler certains phénomènes. Mais je peux vous dire que de ce point de vue-là, les choses avancent dans le bon sens. Et si nous parlons de terrorisme et d'attaques terroristes, ça c'est une question mondiale. C'est un fléau mondial désormais et c'est de façon concertée que les États veillent au règlement de ce problème qui est un fléau mondial, je devrais dire. Sur d'autres plans, je parlerai de l'éducation, du droit à l'éducation. L'éducation fait l'objet aussi d'une préoccupation majeure de la part de l'État, qui, au-delà de la loi sur l'enseignement obligatoire ou l'école obligatoire, a converti, disons, cette obligation dans sa constitution pour lui donner une force encore plus grande. Et donc l'école obligatoire permet aujourd'hui à chaque enfant qui est en âge d'aller à l'école de pouvoir se consacrer à cette activité et l'État, pour sa part, essaie de mettre en place tous les rudiments nécessaires à la réalisation de cet objectif, notamment par la construction de classes nouvelles, par le recrutement d'enseignants. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait, mais ces défis qui sont quand même importants sont aussi une préoccupation majeure de l'État qui chaque jour se donne les moyens d'arriver à ses fins et de faire en sorte que quand il prend des textes, la mise en œuvre de ces textes soit rendue possible. Je parlerai de la situation de la femme. Des textes sont pris pour arriver à la parité homme-femme, pour améliorer la cession des femmes à des postes de responsabilité dans les administrations, pour améliorer le taux de participation de la femme dans les instances politiques. Et tout cela
la volonté de l'État est manifeste en ce sens et nous le disons. Encore une fois, la Constitution le matérialise en diverses dispositions, mais la mise en œuvre dépend non seulement de la volonté de l'État, mais aussi de celle des populations elles-mêmes, s'agissant notamment des questions de la présence des femmes sur les listes électorales. C'est aussi que les populations doivent prendre conscience du rôle de la femme dans la société et les intégrer aussi dans les instances de décision politique et leur permettre d'exprimer non seulement la voix des femmes, mais la voix des populations, parce qu'elles sont tout aussi représentatives, non seulement de la classe dont elles émanent, mais aussi de celle de toute la population. Pour cela, il faut aussi la volonté de cette composante masculine de la population. Donc cet ensemble, l'État, les populations, que nous parviendrons à rendre possible ces avancées des droits de l'homme en matière de droits de l'homme. Justement, Madame la Ministre, parlant d'avancées, la Côte d'Ivoire a adopté sa nouvelle constitution par le vote référendaire le 30 octobre dernier, consacrant ainsi la Troisième République. Parlant donc d'avancées, selon vous, quelles sont les avancées notables en matière de droits de l'homme dans cette nouvelle constitution? Les avancées sont nombreuses. Je les ai déjà soulignées par le biais de certaines dispositions que comportait la Constitution lorsque j'évoquais les questions de l'éducation, de l'éducation de l'école obligatoire, de la question de l'amélioration de la situation des femmes, notamment en termes de représentativité féminine, tant dans les postes, dans les instances de décision que dans la représentation politique de l'État, enfin de la Côte d'Ivoire. Des avancées au plan, disons, des questions même purement politiques. Le fait que les questions de financement des partis politiques soient quelque part même constitutionnalisées en dehors de ce que des lois sont prises, mais que l'État, disons qu'il y a une avancée démocratique qui est matérialisée dans la Constitution. Une large part de droits est concédée à tous, disons, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il y a aussi, d'autres diront, mais ça c'est une régression. Moi je dirais que c'est une avancée parce qu'une population qui fait un retour aux sources, mais qui s'appuie sur ce qu'elle a de positif dans sa coutume et pour lui donner force, je parlerai de cela, en cela de la chefferie traditionnelle qui joue un rôle important, notamment dans la résolution pacifique des conflits. Je pense que lui donner une force, comme on l'a fait dans la Constitution, est aussi une avancée. Donc, au-delà de cela, je ne peux pas les citer tous dans le détail, mais il y a un constat général que des avancées notables sont faites à tous les points de vue dans cette nouvelle Constitution. Quel est l'objectif de cette caravane initiée par le ministère et quel message véhiculez-vous auprès de ces populations que vous rencontrez? Les caravanes initiées par le ministère des Droits de l'Homme sont une opportunité pour le ministère de sortir de ses bureaux pour aller vers les populations et leur porter le message des droits de l'homme. Ce message qui est le mode de les sensibiliser les populations, j'entends, à la question des droits de l'homme, au respect des droits de l'homme, à la connaissance de leurs droits par les populations, mais aussi aux obligations qui incombent aux populations d'avoir un esprit citoyen. Donc les devoirs des populations, le devoir d'avoir un sens civique. Mais les obligations qui incombent à l'État sont expliquées aussi aux populations, qui s'en imprègnent et qui par ce biais peuvent les faire respecter, peuvent s'adresser aux instances juridictionnelles notamment, aux instances qui sont chargées de faire respecter leurs droits, notamment les commissions nationales. Maintenant, nous avons des commissions régionales
chargée du respect de la promotion des droits de l'homme. Donc c'est de tout cela que nous partons parler aux populations, pour qu'elles aient connaissance de leurs droits, qu'elles sachent que ces droits doivent être respectés, mais que ceci, on leur parle. Parce que c'est vrai, il faut respecter les droits, mais autant je dois respecter, moi, État, je dois promouvoir vos droits, les protéger, les faire respecter, autant vous, le citoyen, n'oubliez pas de respecter le droit de l'autre. Cette année, nous avons eu à visiter les départements de Soubré, de Grand Laou, Tengrela, et notre dernière étape sera Bouna, qu'on fera donc à la fin de cette semaine. Nous irons donc vers cette population de Bouna, qui a été éprouvée d'ailleurs récemment par des conflits internes. Et nous allons vers ces populations, leur expliquer la nécessité de vivre en harmonie, de leur dire ce que sont les droits de l'homme, parce que le droit à la vie est un droit fondamental. Et au cours de ces conflits internes, il y a eu des violations graves, notamment des atteintes au droit à la vie. Et c'est des questions que nous avons le devoir de rappeler aux populations en termes de conseils, en termes de sensibilisation, pour que parfois la vie ensemble s'améliore au sein de ces populations, parce que beaucoup de défis existent, il y a des problèmes, et je pense qu'il faut qu'à terme, les gens arrivent à s'entendre et à se mettre d'accord sur un minimum pour vivre ensemble. Le 10 décembre prochain, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, commémore la Journée internationale des droits de l'homme. Comment le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques compte marquer cette journée en Côte d'Ivoire? C'est vrai que le 10 décembre est une journée qui consacre la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est cette journée-là qu'on a institué Journée internationale des droits de l'homme et qui est célébrée sous diverses formes, avec un thème chaque année. Et cette année, le thème est « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». Donc, à travers ce thème, nous avons initié diverses activités que nous entendons mener ce jour-là. Notre objectif, c'est de mener cette activité au sein des populations les plus vulnérables pour leur porter la nouvelle, pour leur porter le message des droits de l'homme, porter à ces populations, disons, la connaissance de leurs droits, qu'ils sachent quels sont les droits, qui sont les leurs et qu'est-ce que l'État peut faire pour eux et à quoi peut-il s'attendre, à quoi peuvent-ils aspirer en termes de respect de leurs droits. Nous aurons au cours de cette journée des opportunités parce que nous travaillerons en partenariat avec des bonnes volontés, notamment au sein des ordres de médecins ou de pharmaciens. Nous irons vers ces populations, leur porter un peu de réconfort à cette journée-là. Nous irons vers, nous avons dit, des populations vulnérables. Nous irons visiter des écoles d'enfants handicapés. Nous irons vraiment dans les couches sociales les plus vulnérables de la population pour être au contact de ces populations, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas oubliées. La Côte d'Ivoire a présenté son rapport périodique 2012-2015 auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples les 27 et 28 octobre 2016. Dans quel cadre se situe cette activité? Cette activité de la Côte d'Ivoire se situe dans le respect, va dans la ligne du respect des engagements de notre pays par rapport aux organes des traités. La Côte d'Ivoire signe des conventions avec des organes, notamment ici c'est l'Union africaine. La Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et donc dans ce cadre-là, les institutions de cette union, notamment la Commission africaine des droits de l'homme, reçoit de manière périodique des rapports pour faire le point de ce que la Côte d'Ivoire a pu réaliser dans le cadre de ses avancées en matière de droits de l'homme notamment. Et donc c'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire s'est rendue à Banjul pour présenter son rapport 2012-2015. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aurait
rendu vendredi dernier son arrêt sur la Côte d'Ivoire, mettant en cause les attributions et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Comment interprétez-vous cette information? J'allais dire, je reste dubitative dans la mesure où vous me dites aurait, et je dis aurait aussi parce que la Côte d'Ivoire a certes été attraite devant la Cour africaine des droits de l'homme, cour dont le siège est en Tanzanie, et la Côte d'Ivoire, donc, ayant été attraite par une organisation non gouvernementale dénommée APDH, la Côte d'Ivoire a, conformément aux dispositions de la Cour, présenté ses conclusions. Ça a été représenté donc par un membre du ministère des Droits de l'Homme, 2 conseillers de la présidence de la République, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union africaine dont le siège est en Éthiopie. Donc à l'issue du dépôt des conclusions, la Côte d'Ivoire, très naturellement, attendait, comme l'indique le protocole, que dans les 90 jours de la fin de l'instruction, l'affaire soit jugée et que ce jugement, conformément aux dispositions contenues dans le protocole de la Cour africaine des droits de l'homme, la date soit portée à sa connaissance pour qu'elle puisse soit se rendre à Arusha ou alors, par tout moyen, prendre connaissance officiellement de la décision qui aurait été rendue. Donc, l'instruction du dossier s'est achevée courant mars 2016. Nous avions échangé longuement avec les membres de la Cour, le greffier tantôt, et tantôt un membre même de la Cour, désormais président de cette Cour, qui, par des écrits, nous ont répondu que l'affaire était en instance d'être délibérée et c'était jusqu'au 15 septembre de l'année courante. Et à notre grande surprise, alors que nous attendions toujours cette décision, c'est par les réseaux sociaux que nous découvrons qu'une décision aurait, vous l'avez dit, été rendue. Donc la Côte d'Ivoire est un État qui a été en cause dans une affaire de justice, attend bien entendu par les moyens de droit d'avoir connaissance de cette décision. En attendant, quelles sont les actions compte mener votre ministère? Mon ministère, vous me donnez l'opportunité de m'exprimer là-dessus, c'est déjà d'informer le plus grand nombre de ce qu'est la procédure auprès de la Cour, des règles de procédure, et de dire que nous sommes un État organisé, nous sommes attraits parce que la Cour, la Côte d'Ivoire, qui elle-même avait permis aux organes non gouvernementaux de saisir la Cour parce qu'elle a fait une déclaration en ce sens, c'est cela qui montre que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert au respect des droits de l'homme. Sinon, rien ne l'empêchait de souscrire à cette déclaration. Donc, c'est au vu de cette déclaration que l'ONG a pu saisir la Cour. Nous attendons donc la décision officielle de la Cour. La Côte d'Ivoire avait plaidé, je pense, au cours donc, des débats, l'irrecevabilité parce qu'il aurait fallu que l'organisation non gouvernementale ait épuisé des voies de recours internes, mais nous ne savons pas du tout quelle décision a été rendue parce que c'est officiellement que nous aurons connaissance, que nous pourrons dire si déjà il a été statué sur la question de recevabilité avant d'en arriver au fond. Donc vous voyez qu'en l'état, la seule information que je peux porter au public, c'est de pouvoir donner une information sereine, posée, qui respecte les termes juridictionnels et la procédure juridictionnelle. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, Madame la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Madame Paulette Badjo, avec qui, bien entendu, nous avons parlé de promotion des droits de l'homme et des activités de son ministère.